Place maintenant au débat avec vous, Manuel Valls. Merci encore d'être là. Nous allons tous ici aujourd'hui dans cette salle pouvoir demander à quelqu'un qui est aux manettes sa vision du progrès. Quel progrès pour un monde et une société meilleure? Nous avons 45 minutes pour en parler. Alors, première question, une question d'actualité tout de même. Monsieur Valls, après le décès de Fidel Castro, comment voyez-vous les progrès de la société voulus par Fidel Castro? Ça commence bien. D'abord, je veux vous dire mon plaisir d'être avec vous, de participer à ce débat. Et au fond, beaucoup vient déjà d'être dit par le président et la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Et mon plaisir d'être ici dans ce lieu magnifique. J'étais en effet il y a quelques mois par ici pour écouter Alain Finkielkraut et Pierre Nora. Tous les deux d'ailleurs ont eu beaucoup à dire sur Fidel Castro. D'abord, c'est une figure du XXe siècle. C'est comme cela. C'est une image, c'est un visage, c'est une personnalité par sa hauteur, ses treillis, ses discours enflammés, et parce qu'il a duré le temps que vous venez d'évoquer, même si vous ne pensiez pas forcément à Fidel Castro. D'abord, parce qu'ensuite, il a eu une influence dans le monde, par rapport à ce qu'on a appelé les mouvements liés au tiers-monde, la troisième voie, avec une influence, pas toujours d'ailleurs réussie et positive, en Amérique latine ou en Afrique. La plupart des mouvements d'ailleurs qu'il a incités ou soutenus ne se sont pas forcément bien terminés, et même les derniers mouvements, je pense au Nicaragua ou au Venezuela, qui auraient pu s'inspirer ou se sont inspirés de castrisme et de Cuba, très soutenus par le régime cubain, aujourd'hui sont à la dérive. Mais il avait, c'est vrai, souhaité du progrès pour son peuple. Et on a deux en tête, même si les choses se sont plutôt dégradées ces derniers temps, pas forcément d'ailleurs, il ne faut pas être caricatural, mais en matière d'éducation et de santé. Ce qui fait que les régimes démocratiques et les régimes dictatoriaux, parfois c'est un peu plus compliqué que cela. Mais, et j'en termine, force quand même est de constater que ça a été un régime particulièrement dur. Nourri sans doute par la stupidité, en tout cas le sectarisme du régime des États-Unis d'Amérique. Je ne connaissais pas, je n'ai pas connu, je n'ai pas rencontré Fidel Castro, mais j'ai eu l'occasion il y a peu de rencontrer à Matignon son frère, Raúl Castro. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir un chef d'État qui vous parle de Kennedy, de la crise des missiles, de la baie des cochons. Enfin, ils ont connu, je crois, 10 ou 11 présidents américains. C'est ça quand même la différence entre une dictature et un régime démocratique. C'est la dictature, il y a peu d'alternance, surtout quand ça reste dans la même famille. Et force est de constater que ça a été un régime, et que c'est un régime qui reste particulièrement dur. Je pense aux purges. L'un des compagnons de Castro les a subis au Shoah. Je pense à ces Cubains qui avaient le sida, qui ont été expulsés. Je pense aux homosexuels. Je pense à la répression, tout simplement, des dissidents. Il y a une littérature, il y a un cinéma. Je pense au très beau film Fraises et chocolat que certains peut-être ont vu. Il y a des écrivains comme Zoé Valdés, et il y en a évidemment d'autres qui parlent aussi de ce qu'est la nature du régime de Castro. Donc la tentative, parfois d'ailleurs, des dictateurs ou des régimes totalitaires d'allier absence de démocratie et progrès, cela existe. C'est le fait du prince, mais je crois que le progrès doit être intimement lié à la démocratie. Alors revenons maintenant à la France. On a l'impression aujourd'hui, Manuel Valls, qu'il y a deux visions de la gauche autour du progrès. Certains qui ont peur du progrès, la robotisation, l'ubérisation, d'autres non. Vous, quelle est votre vision? Est-ce que vous êtes enthousiaste, méfiant ou peut-être les deux? Bon, le progrès, c'est de manière étymologique la marche en avant. Ouais, il n'y a aucune allusion avec des mouvements créés. Attention à ce que vous dites quand même. Non, comme je suis dans cet endroit, je voudrais parler sérieusement, mais évidemment, samedi matin, vous ne m'éviterez pas parfois des clins d'œil. Non, c'est la marche en avant. C'est cette pensée qui, je crois, intimement liée au progrès et à la conception française de ce progrès. Et si on regarde les 350 dernières années, bien sûr, il y a eu incontestablement, pour la France, pour l'humanité, des progrès tout à fait considérables, dont d'ailleurs on ne prend pas suffisamment
on n'a pas suffisamment en tête les changements majeurs que nous avons connus, je ne sais pas, depuis le milieu du XIXe siècle, ont bouleversé nos pays, les modes de consommation, l'être humain, les formes de communication, ont ouvert le monde. Donc ce sont des progrès, ont permis de vivre plus longtemps, de faire reculer la maladie. Ces progrès n'ont pas, par exemple, au contraire, stoppé, par exemple, la guerre. Cette guerre a pris des proportions évidemment effrayantes tout au long du XXe siècle. Et si nous connaissons la paix en Europe depuis plusieurs décennies, ça n'est pas le cas dans plusieurs régions du monde. Donc, il y a ce progrès humain, scientifique, culturel, éducatif. Et en même temps, il y a aujourd'hui un regard inquiet, en tout cas à juste titre, un regard vigilant. Vous venez de le dire, l'éthique. Il doit être un des éléments du contrôle. Le contrôle démocratique, celui du Parlement et des citoyens. La société est interpellée, la société doit être pleinement actrice du contrôle de ce progrès. On connaît les dérives possibles. C'est vrai dans le domaine du nucléaire, c'est vrai dans le domaine génétique. C'est à vous de contrôler tout ça, monsieur Valls ? Je pense que c'est aux citoyens de le contrôler, je le dis sans démagogie. Mais les citoyens veulent être de plus en plus acteurs. Nous le voyons à travers les grandes enquêtes publiques, les débats qui existent, les craintes que peuvent ressentir les citoyens quand ils ont l'impression, je pense à toute une série de grands scandales dans le domaine de la santé, quand ils ont l'impression qu'on veut leur cacher quelque chose. C'est au Parlement qui a pris un certain nombre de dispositifs qui existent, à des autorités indépendantes, aux académies, donc notamment à l'Académie des sciences, d'exercer son devoir de vigilance, d'éclairer la société pour que les citoyens soient acteurs de ce progrès. Le citoyen qui a souvent peur, comme les écologistes dans votre famille, est-ce que vous comprenez ces peurs aujourd'hui face au progrès ? Oui, bien sûr, mais les mots de Paul Valéry qui étaient rappelés tout à l'heure, c'était évidemment après aussi la bombe utilisée au Japon pour mettre fin à la guerre. Donc, le nucléaire est un progrès, c'était conçu comme cela, mais avec bien sûr son corollaire terrible, celui de pouvoir anéantir tout simplement l'humanité. Et cet équilibre d'ailleurs de la terreur a amené à ce qu'on n'utilise plus l'arme nucléaire. Mais on voit bien que si un jour elle tombe dans les mains d'un dictateur fou, d'une organisation terroriste, le pire est possible. On l'a vu avec la catastrophe au Japon il y a quelques années, suite à un tsunami. Les conséquences peuvent être terribles, effrayantes pour un pays, pour un peuple et pour l'humanité. Donc bien sûr qu'il y a des peurs, ces peurs se rajoutent à d'autres peurs. Reconnaissons aussi qu'elles sont exploitées pour précisément empêcher toute recherche scientifique, tout progrès. L'équilibre, le curseur comme on dit, sont particulièrement difficiles à trouver. J'étais maire d'Évry pendant 11 ans. À Évry, il y a le Génopôle. C'est là où il y a eu le séquençage de l'ADN. L'ADN permet des progrès tout à fait considérables pour la découverte des vaccins pour lutter contre les maladies rares, mais aussi maladies comme le cancer. Mais on voit bien que l'exploitation de l'ADN à d'autres fins est possible aussi. Donc cette éthique que Madame la secrétaire perpétuelle rappelait il y a un instant doit être en permanence dans notre esprit comme un élément de vigilance, mais pas pour nier le progrès, pas pour empêcher la recherche scientifique, la recherche dans le domaine des sciences du vivant, dans les biotechnologies, dans le numérique, dans son lien notamment avec la santé. Voilà les éléments. C'est une ligne de crête, mais cette ligne de crête, je crois qu'il faut être capable de la tenir. Vous m'avez posé la question avant. Je pense que, mais ce serait peut-être une vision absurde ou trop sectaire de le dire ainsi, que la gauche, normalement, est liée au progrès. Mais plus généralement, je pense que la France a avancé quand elle était vraiment synonyme de progrès et pas de retour en arrière ou de regard nostalgique sur le passé. Et les écologistes, vous n'avez pas vraiment répondu. Pour le coup, ils vont pas forcément... Vous m'avez dit que les écologistes étaient de ma famille et j'ai du mal à dire du mal de ma famille. Non, mais le mouvement écologique, je ne parle pas des responsables politiques. Ils ont trop peur, finalement. Non, je ne parle pas des responsables politiques, des formations politiques, mais reconnaissons que la pensée écologique a parlé un peu seule pendant des années, notamment sur la question du réchauffement climatique. Je vous rappelle que, par exemple, il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs, c'est vrai dans d'autres pays, on niait
le réchauffement climatique et ses conséquences sur la planète et le vivant. Si le sommet de Copenhague a été un échec il y a quelques années, c'est parce que beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, beaucoup de pays, n'étaient pas convaincus qu'il y avait le réchauffement climatique. Si Paris a été un succès il y a un an, c'est dû bien sûr à la diplomatie française, c'est grâce à la diplomatie française, mais c'est aussi parce que les chefs d'État, je pense à Obama, des pays, pas démocratiques, mais je pense à la Chine, vivent très concrètement, il suffit d'aller en Chine d'ailleurs, les conséquences du réchauffement climatique. Donc cette pensée écologique qui réfléchissait sur les conséquences de la croissance, et notamment la croissance industrielle, et sur ses effets sur le réchauffement climatique et ses effets tout simplement sur la biodiversité et après sur l'humanité, cette pensée, je crois, a été un élément important, y compris donc du progrès. Parce que le progrès, c'est tout de même aussi empêcher que l'humanité n'aille à la dérive et qu'on connaisse... Aujourd'hui, on n'a pas du tout stoppé d'ailleurs ce réchauffement climatique et ses conséquences sur la biodiversité. Regardez ce qui se passe par exemple tout simplement en Afrique. Donc cette pensée-là a été utile. Alors on parle du climat, mais il y a d'autres conséquences du progrès. Des chercheurs d'Oxford qui estiment que près d'1 emploi sur 2 pourrait être confié à des robots d'ici 20 ans. Qu'en pensez-vous? Parfois le progrès fait peur là pour le coup. Oui, mais la mécanisation, la robotisation ne sont pas des éléments nouveaux. D'une certaine manière, la robotisation, le numérique, aussi a délivré l'homme d'un certain nombre de tâches techniques, répétitives, et permet également l'émancipation des travailleurs et des salariés de ces pays. Prenons un autre exemple. C'est vrai, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de métiers qui vont disparaître, d'autres qu'on ne connaît pas encore. Nous voyons bien les effets du numérique sur toute une série de secteurs. Je pense à l'assurance, à la banque. C'est vrai qu'il y a des métiers qui vont disparaître. D'autres vont être créés. Cet équilibre est difficile à trouver. Est-ce qu'on peut l'empêcher? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut l'accompagner, le réguler, l'organiser? On le voit bien, y compris sur des secteurs qui vous sont familiers, celui des VTC et des taxis, pour prendre ce seul élément. Vous voyez bien la confrontation qui peut exister entre ces hommes, ces femmes, souvent d'ailleurs jeunes, des mêmes quartiers, des mêmes origines, qui pensent que leur métier, celui de VTC ou de taxi, est un métier qui reste d'avenir ou qui est d'avenir. Nous avons cherché à trouver, c'est le rôle du politique, ça peut être le rôle de la loi, de la règle tout simplement, d'organiser les transitions et de faire en sorte qu'il y ait, par exemple, des règles sociales qui prédominent. C'est un sujet qu'on trouve partout, à Los Angeles, à Bogota, à Paris, à Londres. On assiste au même type de confrontation. Le progrès doit être contrôlé, régulé. C'est comme la globalisation économique, mais j'imagine que nous en parlerons dans un instant, parce que c'est pas loin de ces débats. Ces nouvelles innovations, est-ce qu'elles créent assez de croissance? On dit que la révolution numérique et robotique ne crée pas assez de croissance. Des économistes le disent. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est juste, et nous y sommes d'ailleurs d'une certaine manière. En tout cas, dans les économies occidentales, dans nos vieilles économies et nos vieilles démocraties souvent, grandes industries, je ne parle pas des pays qui sont encore plus émergents, ils ont largement émergé, mais qui ont besoin d'une croissance forte parce qu'ils ont une démographie forte parfois, ou tout simplement parce qu'il y a des besoins matériels. Regardez la Chine, ce sont 300-400 millions de personnes qu'on pourrait appeler des classes moyennes, qui ont besoin de consommer, d'éducation, et puis il y a tous ceux qui vont suivre derrière. Et donc le niveau de croissance est extrêmement élevé, mais parce qu'il y a des besoins très forts dans la société. C'est vrai aussi en Afrique, pour les raisons de démographie, là, et de développement, parce qu'il faut tout simplement des biens de consommation, du logement, des voitures. Regardez les changements impressionnant en Afrique. Je continue de croire, et j'ai une conviction profonde que c'est une
notre horizon, c'est le continent d'avenir avec qui nous devons bâtir un pacte, un pont entre notre continent et l'Afrique, parce que c'est essentiel pour nous pour affronter les grands défis qui sont ceux de la démographie, des migrations, du réchauffement climatique, de l'islam. Bref, si nous ne le faisons pas, nous serons dans quelques années bousculer un point qu'on n'imagine pas, heurter. Donc il y a là de la croissance. Il suffit de regarder ce qui s'est passé. On est passé d'absence de téléphone sans fil, de téléphone avec fil, il n'y en avait pas, au téléphone portable. La version 6 de l'iPhone, est-ce que... Il est direct, oui. Non, mais ces pays, par exemple, qui sont un pays comme le Rwanda, qui est un pays numérique, qui est passé de rien, pas passé par l'administration telle que nous l'avons connue, à une administration numérique. Bon, je ne fais pas le panégyrique du régime rwandais, mais c'est pour montrer, pareil en Éthiopie, le nombre de start-up au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le seul exemple. Dans nos pays industriels, ça n'est pas la même chose. Et je pense que nous ne vivrons plus avec, je peux me tromper, hein, en tout cas dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. On a parlé des milliards d'années qui nous restent à vivre, vous m'avez rassuré il y a un instant. Nous ne vivrons plus avec ces niveaux de croissance. Donc la croissance, elle est différente. Nous ne vivrons plus avec une croissance de 3, 4, 5, 6%. Je ne pense pas. D'ailleurs, aujourd'hui, le niveau de croissance pour faire baisser le chômage est plus faible que celui qu'il fallait il y a quelques années. C'est vrai pour l'Allemagne, par exemple, avec un hiatus entre un niveau de croissance et une démographie aujourd'hui faible, enfin, une régression, contrairement à ce qui se passe encore en France, où c'est équilibré. Ça veut dire que donc la croissance, c'est une croissance qualitative, différente. On doit privilégier la révolution numérique, la transition écologique, les ruptures technologiques qu'elle offre à notre industrie. Une dernière question avant de laisser la parole aux étudiants. Je vais vous parler un petit peu de la primaire de la droite. Désolé, Manuel Valls. On parle de plus en plus en ce moment en politique de progressisme et de conservatisme. Et puis on va reparler d'Emmanuel Macron. Vous l'avez évoqué discrètement tout à l'heure. Progressisme contre conservatisme, c'est le nouveau clivage plutôt que gauche-droite aujourd'hui ? Le débat entre ancien et moderne, ici, sous cette coupole, le débat entre conservateurs et progressistes, il a organisé le débat depuis la nuit des temps, depuis toujours. Et on en parle plus quand même en ce moment, j'ai l'impression. Je crois pas, mais non, je crois pas, mais il est nécessaire parce que une société, parlons de société démocratique, mais pas seulement, une société a besoin de ces deux mouvements que je ne veux pas caricaturer. Ils sont plus compliqués que cela, mais pour avancer. C'est pour ça que les sociétés démocratiques ont besoin d'alternance, parce qu'on a besoin de cet équilibre. Toujours penser qu'en effet, la gauche permettait d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets, notamment de sujets de société ou de grandes avancées sociales. Ça a été vrai en 1936 ou en 1980. Mais je n'oublie pas que c'est au lendemain de la guerre, avec le général de Gaulle notamment, parce qu'il y avait eu le Conseil national de la résistance, qu'il y a eu des avancées sociales majeures. Je pense à la création de la sécurité sociale. Je n'oublie pas que c'est après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui se considérait comme un progressiste par rapport aux conservateurs gaullistes, qu'il y a eu des avancées comme l'IVG, dont on parle beaucoup cette semaine, grâce à l'engagement de Jacques Chirac et surtout de Simone Veil, ou la possibilité pour les jeunes de 18 ans de voter, alors que l'âge était jusqu'à alors à 21 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès majeur, mais enfin, en tout cas, c'était considéré comme cela à l'époque. Voilà, donc oui, mais ce frottement entre conservatisme et progressisme, il existe. Il peut y avoir des gens à gauche particulièrement conservateurs. Et d'ailleurs, l'un des problèmes de la gauche, c'est, comme elle ne renouvelle pas forcément... Vous êtes particulièrement progressiste ? Non, mais c'est pas à moi de dire que je suis le meilleur, que je suis un type formidable, que je suis progressiste de gauche et que j'ai toutes les qualités. Mais le problème de la gauche, qui n'a pas su répondre, redevenons sérieux, à trois grands défis, trois grandes dates, trois faits, que sont la globalisation économique, même si elle n'existe pas depuis 30 ans seulement. Vous parliez de la mondialisation, d'ailleurs dans oui. les Échos, vous avez l'air d'être déçu. Non, mais il y a la réponse à la globalisation économique qui a mis en tension les frontières, les nations et l'État-providence, l'État social, a mis en grande difficulté la gauche. L'autre grande date, c'est la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique,
qui ont fait que la social-démocratie française européenne ont perdu leur ennemi, le communisme, contre lequel ils se sont construits d'une certaine manière depuis 1917. Et l'autre grande date, c'est le 11 septembre 2001, qui apparaît comme le surgissement de l'islamisme mondialisé, mais qui trouvait déjà ses sources dans le wahhabisme, dans l'attitude de l'Arabie saoudite, et évidemment dans l'intervention soviétique en Afghanistan, la réponse des États-Unis soutenant un certain nombre de mouvements qui ensuite seront des mouvements djihadistes. Voilà, ces trois grandes questions, il faut y répondre. On verra qu'elles peuvent amener, oui, des mouvements progressistes et conservateurs. Donc c'est plus complexe. C'est plus complexe. Moi, je me situe dans le camp du progrès, bien évidemment. Il y a peut-être un débat, on le sent, mais qui peut traverser d'ailleurs les familles politiques, entre ceux qui considèrent, il faut faire très attention, que c'était mieux avant, une espèce de nostalgie. Alors, honnêtement, on regarde les choses, ça n'est pas vrai. Il suffit de parcourir tout simplement la France, grâce à la décentralisation. Ce qu'est devenu notre pays. Bon, c'était Paris et le reste de la France. Les choses ont changé. Vous avez des villes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, je pense, demain, même si c'est une ville qui a beaucoup de défis à relever. Les choses ont beaucoup changé, mais regardez aussi en banlieue le nombre d'équipements sportifs, culturels qu'il y a. Donc la France a énormément changé. C'est vrai en matière de santé, en matière de transport, mais il y a toujours cette nostalgie. Toutes les époques ont gagné. Michel Vinocq évoquait avec moi, nous nous rencontrions il y a quelques mois, l'idée qu'il a de sortir un livre, je ne sais pas s'il l'a fait, je crois pas, un livre sur un mouvement décliniste qui existait, qui était très fort à la fin du XIXe siècle. On a toujours retrouvé ça en France. Le déclinisme, c'est-à-dire, au fond, c'est une négation du progrès, parfois de la démocratie, pas tout le temps, de la République, aussi, c'est-à-dire, voilà, c'était mieux avant. Non, je ne le pense pas, même si évidemment... Et vous dites que la mondialisation a fait des dégâts. La mondialisation a fait forcément des dégâts. La mondialisation, c'est un fait d'abord. Il ne faut pas être naïf, elle n'est pas heureuse, forcément. Elle a contribué au progrès. Quels sont les changements majeurs? Le changement, c'est l'ouverture à l'économie de marché des pays qui étaient dans le bloc soviétique, de la Chine surtout. Et donc ça a changé totalement l'équilibre de l'économie mondiale. La crise financière des années 2007-2008 dont on n'a pas tiré encore toutes les conséquences. Donc il y a du progrès, il y a des bienfaits dans la mondialisation, la planète est devenue un village, il y a cette communication grâce à Internet et pas seulement, il y a ces millions de classes moyennes chinoises ou indiennes ou indonésiennes ou africaines qui ont accès au progrès. Et pourquoi n'aurait-elles pas le droit d'avoir l'accès au progrès, au bien-être, à la santé et à l'éducation? L'éducation et la santé sont les deux grands... On parlait de Cuba il y a un instant, mais les deux grandes aspirations, par exemple, des classes moyennes chinoises. Mais reconnaissons aussi que cela a fait des dégâts, pas contrôlés, le réchauffement climatique, la désindustrialisation de beaucoup de régions, notamment en France, en Europe, le chômage, et donc une peur par rapport à ce qu'est le monde qu'on n'explique pas. Il y a une peur sur ce qu'est devenu la planète, mais c'est toujours comme ça. Donc il y a des mouvements réactionnaires, populistes, qui vous disent, voilà, c'est en niant la mondialisation, en fermant les frontières, que vous serez plus heureux. Ça, évidemment, ça n'est pas la bonne solution. Donc je crois que ça reste une solution, une voie qui cherche à trouver cet équilibre. C'est une voie qui est celle de la gauche, qui est celle de la social-démocratie, qu'il faut confondre avec la République et avec l'écologie. Mais c'est une voie, je crois, plutôt française d'abord. Ça a toujours été ça. La France, nous n'avons jamais été un pays libéral du point de vue économique. Nous avons toujours privilégié une intervention forte de l'État et de la puissance publique, même si aujourd'hui elle est partagée avec les collectivités territoriales. Voilà, c'est cette voie-là qui est une voie française en Europe et dans le monde, qui est celle de la régulation et de l'organisation d'une puissance publique au niveau européen comme au niveau mondial. C'est un libéral, en tout cas, qui est en tête à droite. Mais je vais laisser la parole aux étudiants maintenant, j'ai assez parlé. Non, c'est pas... C'est dans la phrase, évidemment, dans le débat politique, nous disons que c'est un libéral, voire un ultra-libéral, et un conservateur, voire un ultra-conservateur. Mais au-delà, et je suis très respectueux du débat qui était de très bonne qualité, qui a eu lieu, parce que c'est toujours bien que la démocratie est vivante, mais je rappelle que François Fillon s'est d'abord identifié à Philippe Séguin, qui n'était pas un libéral, qui a
prononcé un discours attaquant Édouard Balladur sur le Munich social de ce gouvernement. Cette référence était celle aussi au général de Gaulle. On ne peut pas considérer que c'était un libéral. La pensée libérale, elle est née en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Elle a été appliquée vraiment là-bas dans les années 80, parfois avec des expériences terribles, notamment dans les pays d'Amérique latine, au Chili. Il y avait des idéologues à l'école de Chicago. Donc quand vous alliez ultralibéralisme et dictature, ça peut donner des résultats évidemment épouvantables à tout point de vue. Mais la France n'est pas un pays libéral. Et d'ailleurs, si j'avais un conseil à donner à François Fillon, je reverrais un peu son programme, parce qu'il peut créer un choc, mais négatif dans le pays. D'ailleurs, pour la gauche comme pour l'extrême droite, ça serait une compétition et nous devons la gagner. Parce que les petits fonctionnaires, les fonctionnaires des catégories C, qui peuvent se dire, avec François Fillon, si demain il arrive à la présidence de la République, je serai pleinement touché, je vais avoir, mon statut peut être remis en cause, mon salaire ne sera pas augmenté, le regard qu'on porte sur moi va continuer de se dégrader, c'est le sentiment qu'il peut avoir aujourd'hui, peut être tenté, à ce moment-là, il l'est déjà d'ailleurs, par un vote extrême. Donc c'est un débat qui est important, qui a eu lieu d'ailleurs au sein de la droite française. C'est le plus noir de son programme dans ses propositions, cette histoire de fonctionnaire? Non, c'est pas le seul, mais ça donne une conception de l'État. Par ailleurs, ça n'est pas crédible, parce que supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est ne pas pouvoir créer un seul poste, puisqu'il y a des départs à la retraite de policiers, d'infirmières ou d'enseignants, donc ça ne tient pas la route par ailleurs. À vous les étudiants, je vous demande de vous présenter avant et oui, de poser votre question. Bonjour Monsieur le Premier ministre, et merci au nom de ce panel d'être présent ici ce matin et de répondre à nos questions. Je m'appelle Charles Puy-Huasset, je suis étudiant à Centrale Paris et à l'EPFL et cofondateur et CEO de Nova France. D'origine suédoise, Nova est une entreprise qui réunit les étudiants, les entrepreneurs, les jeunes professionnels, les entreprises et les associations qui font bouger les choses. Les questions portées aujourd'hui par ce panel sont issues de ce collectif et c'est en tant que CEO que j'ai l'honneur de vous poser la première. Elle portera sur l'entrepreneuriat et sur les créations d'entreprises. Et c'est celle-ci. Les créations d'entreprises étant vecteurs d'innovation et de progrès, est-ce possible de simplifier le statut de l'entrepreneur et du dirigeant, notamment en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale? Oui, c'est toujours possible de simplifier davantage. On l'a vu, mais avec l'auto-entrepreneur, c'est une des possibilités. On le voit avec les facilités qui ont été données, mais qu'il faut continuer à approfondir pour tous ces jeunes qui veulent créer jeunes pousses ou start-up, pour être compris par tout le monde. Bien sûr, et notamment quand il s'agit de créer une entreprise, nous devons être capables d'offrir toutes les conditions de facilité, de simplification. Nous n'y sommes pas tout à fait encore, il faut bien le reconnaître. Nous sommes capables de supprimer un certain nombre de normes contraignantes, mais notre administration est tout de suite capable d'en créer d'autres. C'est moins dans la capacité de création d'entreprises que sur la durée que nous devons faire porter nos efforts. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la French Tech, grâce à nos ingénieurs, grâce à les étudiants formés dans notre pays, l'un des pays les plus en avance. Nous sommes reconnus, on se dispute nos ingénieurs à la Silicon Valley. Mais la durée de ces jeunes pousses, la durée de ces start-up, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, est trop courte. Donc je crois que c'est plus dans notre capacité à trouver les formes de financement, ce qu'elles soient durables, que nous devons faire porter notre effort. Mais la simplification, nous l'avons fait beaucoup sur les charges sociales. Il faut continuer parce que c'est vrai qu'il y a parfois le sentiment d'une forme de frein qui empêche à l'innovation d'aller plus loin. Mais nous avons par exemple le crédit impôt recherche, qui est un des meilleurs dispositifs qui existent au monde dans le domaine de l'innovation. Nous l'avons depuis des années, d'ailleurs depuis 2008, mais mon gouvernement évidemment aussi, nous l'avons conforté et pérennisé parce que c'est un avantage compétitif incontestable. Une deuxième question. Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai fait Sciences Po et j'ai en parallèle monté ma boîte qui s'appelle Funky Veggie. Quel domaine? Dans la food tech, dans le fait de rendre le veggie accessible et gourmand, même pour les plus carnivores. Vous avez tous compris de quoi il s'agit. C'est vous qui m'avez demandé. Donc moi j'aimerais vous parler de l'entrepreneuriat, mais plutôt en amont,
Parce que beaucoup de jeunes ont envie de monter leur boîte, ont beaucoup de projets entrepreneuriaux, mais ne vont pas forcément se lancer, souvent par souci de sécurité. Comment les encourager? Comment encourager l'entrepreneuriat des étudiants? D'abord, je pense que malgré tout, et vous en êtes la démonstration, il y a une formidable envie de créer son entreprise. Pardon de revenir à mes origines géographiques et politiques, c'est-à-dire en l'occurrence la banlieue et la ville d'Évry, mais c'est là où on crée le plus d'entreprises. Parce que la jeunesse de ce pays, quelles que soient ses origines, et même ses parcours scolaires, cette jeunesse a envie de créativité. Et c'est là où, dans tous les domaines, dans le domaine des services à la personne notamment, on voit le plus de création d'entreprises. Et en plus, mais il faut dire aussi en même temps qu'en France, on a ce syndrome du bon élève qui consiste à tout faire dans les règles de l'art. Donc ça veut dire qu'il faut donner aussi, et c'est le sens peut-être de la pédagogie qui doit être délivrée dans nos écoles, le goût, non pas à l'entreprise, il existe, mais à la prise de risque, le courage d'oser, leur apprendre le droit à l'erreur. On peut se tromper. Et donc c'est un changement de culture qu'il faut imposer. Nous avons créé les pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, ou PEPIT, le mot était bien trouvé. On en compte aujourd'hui une trentaine. Et là, l'objectif, c'est bien sûr de permettre aux étudiants de concrétiser sans attendre leur projet d'entreprise, en les accompagnant, en leur donnant un maximum de sécurité, avec le statut étudiant entrepreneur. Mais je reconnais que c'est plus un problème de culture. Mais ainsi va la France. Peut-être qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il y a toujours cette idée, même s'il y a davantage d'inégalités. La vie est parfois plus dure, je pense notamment au système de protection sociale, mais qu'avec $1 ou une livre sterling, on peut bâtir, venant de rien, en n'ayant rien, on peut bâtir son projet. Il y a toujours cette idée pionnière qui en France n'existe pas parce que nous avons, et c'est l'avantage et l'inconvénient, des dispositifs beaucoup plus sécurisés. Mais je crois honnêtement que c'est vraiment en train de changer quand je vois ce qui se passe dans tous les domaines, y compris le vôtre, mais dans tous les domaines de la nouvelle économie à Paris comme ailleurs. Une autre question. Bonjour Laure, donc moi j'ai un doctorat de médecine et je fais un doctorat de sciences dans la suite de mes études en biologie intégrative. J'ai une question qui a trait un petit peu plus à la santé. Dans le contexte de crise économique actuelle, on a une effervescence de l'économie collaborative, avec un versant parfois solidaire comme Blablacar, Couchsurfing, etc. Puis un versant plus lucratif, notamment Uber dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut saluer là l'évolution, peut-être le progrès. Je voudrais savoir ce qu'il en est de la protection sociale dans cette nouvelle économie, dans ces nouvelles activités. Bon, il faut que vous sachiez, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées qui n'étaient pas prévues. Et il y en a d'autres qui étaient prévues. Et qui peuvent ne pas être posées. Celle-ci était prévue. Et elle a été posée, puisqu'il faut bien aussi préparer ces discussions, et que le Premier ministre est capable de répondre à tout, ça c'est vrai, mais il faut qu'il y réponde bien, et de manière précise, parce que c'est ça qu'on doit avoir en tête. D'abord, notre modèle économique, le modèle social, s'est construit, et c'est très ancré chez nos compatriotes, s'est construit pour protéger les salariés. Et c'est quand même cette idée-là. On l'a vu avec la loi travail telle qu'elle a été présentée au printemps dernier. Il y a eu incontestablement des erreurs de communication, je les ai assumées, et l'idée est restée, à tort je crois, mais qu'on enlevait des droits et des protections aux salariés. Or, aujourd'hui, et nous l'avons intégré d'ailleurs avec Myriam El Khomri dans la loi travail, de plus en plus de jeunes deviennent non pas salariés d'une entreprise, mais se mettent à leur compte, ou travaillent pour le compte des plateformes numériques comme Uber. Et donc le débat, il est bien là, et je pense que ces salariés doivent avoir les mêmes droits, les mêmes protections que les autres. Et la difficulté, elle est là, parce que certains peuvent penser qu'il y a une forme de hiatus entre
le numérique, cette économie collaborative et les droits. Alors, nous avons commencé à le faire en repensant ce modèle. Il y a d'ailleurs un jeune parlementaire, Laurent Grand-Guillaume, qui travaille beaucoup sur ces questions. Nous l'avons fait en facilitant l'accès des travailleurs indépendants à la prime d'activité, aux minima sociaux et en améliorant leurs droits retraite. Ces 3 éléments montrent que nous pouvons le faire dans cette économie. Mais aussi en rendant les plateformes numériques elles-mêmes plus responsables vis-à-vis de ceux qui travaillent pour elles, avec deux idées, en les faisant participer au financement des droits de ces travailleurs, je pense aux accidents du travail ou à la formation, et en agissant pour que ce soit elles, plutôt que chaque actif, qui fasse les déclarations sociales. Donc, nous l'évoquions tout à l'heure, voilà la voie qu'il faut tracer, cet équilibre, qui ne mette pas en cause le dynamisme, la créativité. Il n'y a pas un danger quand même de trop légiférer sur par exemple sur l'ubérisation. On sait qu'Uber ne restera pas en France si on légifère trop. Oui, mais c'est un mouvement mondial. Je pense que l'exploitation des hommes, des horaires insupportables dans la journée ou dans la semaine, vont trouver aussi leurs limites. Et nous ne pouvons pas accepter des systèmes économiques qui imposent une concurrence entre les salariés qui deviennent insupportables. Donc il faut, en matière de normes, de droits, de souplesse, évidemment permettre l'éclosion de ces secteurs-là, mais en même temps il faut des normes. Regardez ce que toutes les capitales sont en train de prendre comme mesure concernant l'hôtellerie. Parce que nous sommes arrivés à un moment, un dispositif où, d'Airbnb, où l'utilisation de ce dispositif conduit à une distorsion mettant en danger notre secteur touristique, même s'il doit s'améliorer, mais transformant même l'usage de ce qu'est un logement. Donc il faut des règles. C'est encore une fois cette ligne de crête, cet équilibre qu'il faut être capable de trouver. Encore une autre question d'étudiant. Alors, Monsieur le Premier ministre, moi je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas encore créé ma boîte, mais j'y pense aussi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de doctorat, vous n'avez pas créé votre boîte, vous n'êtes pas Premier ministre, vous n'êtes pas membre de l'Académie des sciences. Je suis caché. En fait, je suis étudiant en 2e année à la Bocconi, qui est une université à Milan. Et donc ma question sera moins précise, mais ce sera sur le succès diplomatique dont vous avez parlé, l'accord de Paris. Et on a pu voir avec les engagements nationaux qui avaient été pris, qui ne sont pas suffisants, selon les experts, pour atteindre les 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. Et avec l'élection de Trump, qui avait été climato-sceptique, peut-être qu'il revient dessus, on ne sait pas encore. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour atteindre ces 2 degrés? Est-ce que l'Europe peut s'impliquer? Est-ce qu'on ne pourrait pas revisiter une taxe carbone européenne qui aurait le mérite de sélectionner du côté de l'offre les meilleures solutions pour assurer la transition énergétique? Voilà, je voulais avoir votre avis. Non, mais c'est un sujet majeur qui préoccupe les peuples, qui préoccupe bien sûr la jeunesse. Parce que nous vivons tous, et vous allez vous vivre encore davantage avec ces périls. L'accord de Paris est un accord historique, parce qu'il a eu lieu. Jusqu'à maintenant, il y avait un échec. Et le fait que chefs d'État et de gouvernement, tous, se retrouvent, je le disais tout à l'heure, sur la base de cet accord, est déjà un pas très important. L'Union européenne, de ce point de vue-là, était unie et a joué un rôle important, alors qu'il y a des différences, par exemple sur la question du nucléaire ou sur l'exploitation du charbon, en Allemagne ou plus particulièrement en Pologne. Mais elle n'était qu'un point de départ. Ce n'était qu'une étape indispensable, mais qui est loin de régler. C'est un processus de très long terme. Il y a une nouvelle étape qui a été franchie, et il faut s'en réjouir. C'est la COP22 à Marrakech, puisqu'il y a aujourd'hui une majorité de pays représentant un niveau qui permet d'engager cet accord. Mais vous avez raison, c'est dans l'application que nous pourrons faire reculer le réchauffement climatique et atteindre les objectifs que nous nous sommes dotés. Et je l'évoquais l'autre jour avec Laurent Fabius, qui continue à suivre très attentivement ces questions-là, nous restons inquiets. C'est pour ça que tout pays, pas le moindre, les États-Unis, première puissance économique, et l'un de ceux qui émettent, bien sûr,
le plus, c'est qu'ils peuvent mettre en cause cet équilibre du climat. Les prises de position de Donald Trump pendant la campagne, niant d'ailleurs même l'idée du réchauffement climatique, ne parlons pas non seulement du fait qu'il reviendrait sur la signature du président Obama, qui n'est pas passé, vous le savez, par le Congrès. Il a trouvé un dispositif lui évitant de passer par le Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants, parce que c'était sa crainte, c'est qu'il soit abattu et que l'accord ne puisse pas se mettre en œuvre. Donc, il faut, je crois, accompagner ce mouvement, être très clair. Donald Trump, d'ailleurs, a émis, on le voit bien dans cette phase de transition, a bougé suite notamment à l'intervention des entreprises américaines, qui ont joué un rôle important aussi, les entreprises d'une manière générale, comme la société civile, les ONG, ont joué aussi un rôle important dans l'accord de Paris. Donc, il faut convaincre les États de poursuivre cet effort avec des mesures d'aide au développement des énergies renouvelables, des mesures de soutien à l'adaptation pour les pays qui sont menacés par la hausse des températures et des niveaux d'eau, c'est vrai notamment dans le Pacifique. Mais il faudra sans doute aller plus loin et pas être long. Si vraiment les États-Unis prennent les positions qui ont été celles de Donald Trump pendant la campagne, je fais partie de ceux qu'il faut toujours croire, ceux qui émettent un certain nombre de propositions. Le pire est toujours possible. Il y a l'idée, non mais Trump va devenir raisonnable, il va être pris en main par des gens tout à fait sérieux, il ne mettra pas en œuvre son programme. Certes, mais enfin, l'histoire nous a montré qu'il faut être attentif à ce que raconte quelqu'un pendant une campagne. Donc là, je l'ai dit dans la tribune auquel vous faisiez allusion dans les Échos il y a quelques jours, oui, s'il faut instaurer au niveau européen, bien sûr, une taxe carbone, il faudra le faire. Et l'autre, c'est que je crois que nous devrons aller dans ce monde tel qu'il est en train de se construire, vers, là également, des cours internationales, publics, c'est vrai pour les traités commerciaux, on le voit bien sûr aussi par rapport aux crimes de guerre, mais c'est vrai aussi pour les traités commerciaux, et c'est vrai aussi sans doute pour les suites de ce grand accord climatique à Paris il y a un an, qui permettent de réguler, voire de prendre un certain nombre de sanctions. Parce que s'il n'y a pas derrière la coercition, nous n'y arriverons pas. Ça n'était pas possible à Paris, il fallait que tout le monde puisse s'engager sur cet accord-là. Mais si nous voulons obtenir des résultats, et vite, parce que la dégradation, elle est rapide, elle est visible. Il suffit d'aller, il n'y a pas besoin d'aller au pôle Nord pour s'en rendre compte. Il suffit d'aller sur l'un des glaciers des Alpes en France pour voir ça. Vous voyez l'érosion aussi en Afrique, les forêts qui reculent, la désertification qui avance, les dégâts de la pollution sur la santé des hommes. Donc c'est les résultats malheureusement tangibles qu'on peut mesurer régulièrement. Donc il faudra sans doute trouver des dispositifs plus forts, plus coercitifs. Merci beaucoup Manuel Valls. C'est la fin de la première partie du débat. Juste une dernière question. Dans cette salle, Manuel Valls, viennent habituellement des présidents de la République. Doit-on y voir un signe ? Attendez, je réponds à votre place. Non, il ne faut pas y voir un signe. Le président de la République est le protecteur des académies. Voilà. Ah, vous en sortez bien, là. Et il y a un ancien président de la République qui siège à l'Académie française, Valéry Giscard d'Estaing, en l'occurrence. Donc, il faut y voir. Non, c'est parce qu'il écrivait beaucoup. Absolument. Pas de réponse. Merci en tout cas, Manuel Valls. Désolée, on va passer à l'autre débat. Merci beaucoup d'avoir été présent. Peut-être des applaudissements pour le Premier ministre. Non, merci de tout cœur pour ce moment, évidemment, ce bref moment. Merci de vous être prêté au jeu de ce dialogue. Merci à vous. Mais sachez qu'un responsable public, même s'il est chef du gouvernement, c'est-à-dire il doit agir tous les jours, prendre plusieurs décisions, il y a évidemment une pression, je pense notamment à la menace terroriste, donc il y a forcément de la gravité, de la concentration dans la mission qui est la mienne. J'ai besoin, et nous avons besoin,
en permanence de temps de réflexion. Or, l'une des difficultés du responsable public, du responsable politique, c'est cette capacité à lier le temps court et le temps long. Et nos sociétés, avec ces transformations, la transition écologique, la transformation numérique, les dangers, les menaces que nous connaissons, le surgissement de phénomènes nouveaux, l'expertise pour le responsable public est essentielle. Pas uniquement quand il est dans l'opposition, où il a a priori plus de temps pour réfléchir. Et ce qui est dramatique, c'est que quand on est dans l'opposition, quand on est au pouvoir et qu'on n'a pas réfléchi, bien sûr, ça peut se voir, on peut être très vite mis en difficulté, mais y compris peut-être davantage quand il exerce le pouvoir, il a besoin de cette expertise culturelle, scientifique, éducative, économique sur tous les sujets, pour piloter au mieux des sociétés qui sont particulièrement complexes, qui sont ouvertes au monde, et avec des citoyens qui sont surinformés, et qui considèrent parfois qu'on les trompe, je ne parle même pas des théories complotistes, mais qui ont le sentiment que, voilà, ils ne sont pas considérés comme des citoyens adultes dans nos société. Même ces moments, au-delà de l'humour et du sourire, parce qu'il en faut, qui étaient présents, j'ai besoin moi aussi de ces moments. Je pense qu'un responsable public, quand il aime son pays, quand il croit dans son pays, quand il a un projet pour la France, quand il essaie d'incarner quelque chose pour l'avenir de la France, a besoin de ce temps et de ces temps de réflexion et de confronter bien sûr au débat, parce que la démocratie, elle a besoin de débat, de remise en cause, et le responsable politique peut dire aussi qu'il s'est trompé. L'erreur fait partie, bien sûr, de l'action, de la nature humaine, et nous avons besoin de corriger. Merci à tous. Et la France est un beau pays quand elle débat et quand elle a davantage confiance en elle-même et quand elle est fière notamment, on en a parlé, de tous ces grands scientifiques qui nous apportent non seulement prix Nobel, spationautes, mais aussi tout simplement connaissance et progrès. C'est une manière de boucler la boucle avec, chère madame, votre première question. Merci à tous. Merci.